Certaines trahisons sont si profondes qu'elles bouleversent non seulement votre cœur, mais toute votre destinée. La mienne est survenue lors d'une froide nuit de juillet 1965, quand j'ai découvert que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance vivaient un mensonge qui allait détruire tout ce que je croyais vrai. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir mes chers amis. Avant de commencer mon histoire aujourd'hui, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour les 67 000 abonnés que cette chaîne a atteints. Je suis immensément reconnaissante à chacun d'entre vous qui choisit de passer un moment avec moi pour écouter mes récits de vie. J'aimerais vraiment savoir quel genre d'histoire vous préférez écouter. Dites-le moi dans les commentaires, car j'ai beaucoup d'histoires gardées dans le coffre de mes souvenirs et je veux partager celles qui toucheront le plus votre cœur. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo et dites-moi d'où vous regardez. Ce serait un vrai plaisir de savoir que des personnes de différents horizons écoutent mon histoire. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui a profondément marqué ma vie. Je suis née en 1947 dans une petite ville appelée Santa Cruz do Sul, au cœur du Rio Grande do Sul. C'était une autre époque où les femmes avaient très peu de choix dans la vie. On m'a toujours répété que notre destin était de nous marier, d'avoir des enfants et de prendre soin du foyer. Et c'est ce que j'ai fait comme toutes les jeunes filles de mon âge. À 19 ans, en 1962, je me suis mariée avec Arlindo Souza, un jeune homme travailleur que j'avais rencontré lors d'une fête à l'église. Il avait 24 ans, était charmant, venait d'une bonne famille et travaillait dans le commerce local. Mes parents ont immédiatement approuvé ce mariage. Mon père, M. Antonio, était un homme strict, respecté dans la communauté. Il possédait une ferme où il cultivait du tabac, la principale culture de notre région. Ma mère, Madame Inès, était comme tant de femmes de cette époque, silencieuse, obéissante, habituée à enfouir ses problèmes pour préserver la paix du foyer. Notre maison était simple mais confortable dans le quartier le plus urbain de la ville. Le week-end, nous rendions visite à mes parents à la ferme qui se trouvait à environ une demi-heure de la ville. Arlindo s'entendait très bien avec mon père et offrait toujours son aide pour les travaux les plus lourds. J'étais fière de voir combien il s'entendait, de voir comme mon mari respectait mon père. Les premières années de mariage étaient paisibles. Je m'occupais de la maison, faisais des travaux de couture à l'extérieur pour compléter nos revenus et je rêvais du jour où nous aurions des enfants. Arlindo était attentionné. Il m'apportait parfois de petits cadeaux, un ruban pour les cheveux, une douceur de la boulangerie. Ce n'était pas une passion ardente comme dans les romans, mais c'était ce que je connaissais, ce que j'attendais de la vie. À cette époque, les choses étaient différentes. Nous n'avions pas de téléphone à la maison. La télévision était rare et les informations arrivaient lentement. Le monde tournait à un rythme différent. Les gens se mariaient pour la vie, quoi qu'il arrive. Le divorce était un mot interdit, une honte pour n'importe quelle famille. En 1965, nous étions déjà mariés depuis 3 ans et je commençais à m'inquiéter de ne pas être encore tombée enceinte. Les voisines chuchotaient déjà. Ma belle-mère posait des questions indirectes sur des petits-enfants. Arlindo disait qu'il ne s'en souciait pas, que cela arriverait quand Dieu le voudrait. Je priais chaque nuit, demandant un enfant. C'est cet hiver-là que les choses ont commencé à changer. Juillet 1965 a été particulièrement froid dans notre région, avec des gelées fortes chaque matin. Ce genre de froid qui pénètre jusqu'aux os et qui ne disparaît pas même avec toutes les couvertures en laine. Arlindo a commencé à partir plus tôt pour le travail. « Je dois organiser le stock avant que les clients arrivent », disait-il. « Je rentre aussi plus tard. Ton père a besoin d'aide pour préparer les récoltes. Je vais au domaine après le travail. » Je le croyais. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? La confiance était la base de notre mariage, du moins je le pensais. Mais de petites choses ont commencé à m'inquiéter.
une odeur différente sur ses vêtements. Ce n'était pas un parfum de femme, c'était quelque chose que je ne reconnaissais pas. Des lettres qu'il cachait rapidement dès qu'il voyait que j'entrais dans la pièce. Des conversations à voix basse avec mon père qui s'interrompaient brusquement quand je m'approchais. J'ai commencé à remarquer aussi des changements chez mon père. Lui qui avait toujours été austère souriait plus et semblait plus léger. Ma mère, en revanche, était plus silencieuse que d'habitude, plus tendue. Quand je demandais si tout allait bien, elle me répondait simplement « Ce sont les choses de l'âge, ma fille. On vieillit, le corps fait mal. » Je me souviens de toutes ces nuits allongées dans mon lit, écoutant Arlindo ronfler à mes côtés pendant que je fixais le plafond sombre, sentant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sans réussir à mettre le doigt dessus. Cette sensation qu'il y avait une ombre dans la maison, un secret caché dans les murs, mais que je ne pouvais pas voir clairement. Dans la communauté, nous étions vus comme une famille parfaite. Arlindo était loué pour son aide auprès de mon père. « Un gendre comme ça n'existe plus », disaient les dames à l'église. Je souriais, les remerciais et gardais mes inquiétudes pour moi. Une fois, j'ai trouvé un mouchoir dans la poche de la veste d'Arlindo. Ce n'était pas le mien. Ses initiales AS étaient brodées dans un coin. Antonio Silva, mon père. Quand j'ai demandé, Arlindo a dit que mon père lui avait prêté le mouchoir un jour de froid. Ça semblait plausible. Mais pourquoi mon cœur battait-il si fort? La vie suivait son cours, apparemment normal. Le dimanche, nous allions à la messe. Ensuite, nous déjeunions à la campagne avec mes parents. Ma mère préparait le traditionnel arroz carretero avec de la viande séchée qu'elle assaisonnait elle-même. Après, les hommes discutaient sur la véranda en buvant leur café, tandis que nous, les femmes, faisions la vaisselle en papotant des événements de la ville. C'est un de ces après-midi de dimanche que j'ai remarqué le regard que mon père posait sur Arlindo. Ce n'était pas celui d'un beau-père pour un gendre, c'était autre chose, quelque chose qui m'a donné un frisson. Lorsque nos regards se sont croisés, mon père a rapidement détourné les yeux, feignant de s'intéresser au champ de tabac au loin. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais mon esprit refusait de voir l'image complète. C'était trop absurde, trop impossible. Pas dans notre famille, pas dans notre village, pas à cette époque. Le mercredi suivant, j'étais chez moi en train de coudre une robe pour la fille de ma voisine. Quand j'ai entendu frapper à la porte, c'était ma mère, plus pâle que je ne l'avais jamais vue. Ses mains tremblaient et un regard dans ses yeux m'a fait peur. « Puis-je entrer, fille ?» demanda-t-elle d'une voix enrouée. J'ai préparé un café pour nous deux. Elle s'est assise à la table de la cuisine, tenant la tasse entre ses mains ridées, mais sans boire. Le silence pesait entre nous, lourd comme un nuage avant la tempête. « Cléusa, je dois te dire quelque chose, mais je ne sais pas comment, » dit-elle enfin, respirant profondément comme pour rassembler son courage avant de plonger dans l'eau froide. « Hier soir, je suis allée apporter de la nourriture à ton père dans le hangar derrière la maison. La lumière était éteinte, mais j'ai entendu des voix. Ma mère s'est arrêtée. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage ridé. Je savais déjà ce qui allait suivre. Mon cœur le savait, mais mon esprit résistait encore à la vérité. Je reconnaissais la voix d'Arlindo. Ils ne m'ont pas vue. J'ai vu ton mari et ton père ensemble, fille. » Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Le monde s'est arrêté de tourner à cet instant. C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds, comme si tout l'air avait été aspiré de mes poumons. « Es-tu sûre, maman ?» ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse, ayant vu les signes que j'avais refusé d'interpréter. « Oui, ma fille, ce n'est pas la première fois. Je me doutais depuis des mois, les regards, les rencontres. Ton père a changé avec moi et maintenant je comprends pourquoi. J'ai pleuré dans les bras de ma mère cet après-midi-là comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était le mensonge, la tromperie, des années vécues dans une mascarade.
C'était la honte, l'humiliation de savoir que d'autres pourraient aussi le savoir ou le soupçonner. C'était le savoir que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance, mon mari et mon père, avaient conspiré pour me tromper, pour tromper ma mère. « Je ne veux plus vivre comme ça, ma fille, » a dit ma mère avec une fermeté qui m'a surprise venant de cette femme si soumise. Et devrais-je accepter cela? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Arlindo est rentré tard, comme d'habitude, inventant la même excuse. J'ai fait semblant de dormir, incapable de le regarder, incapable encore de l'affronter. J'avais besoin d'être sûre, j'avais besoin de voir de mes propres yeux. Et c'est ce que j'ai fait le lendemain. J'ai dit à Arlindo que j'allais rendre visite à une cliente de l'autre côté de la ville. Au lieu de cela, je suis allée sur le site où travaille mon père. Je savais qu'à cette heure-là, il devait être dans le hangar où il stocke le tabac sec. Je me suis approchée en silence, le cœur battant si fort que je croyais qu'on pouvait l'entendre de loin. Je suis entrée par l'arrière et me suis cachée derrière des bottes de foin. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mon père était là, et bientôt Arlindo est arrivé. J'ai vu quand ils se sont embrassés, quand ils se sont enlacés. J'ai vu l'intimité entre eux, la familiarité de leurs gestes qui montraient que cela durait depuis longtemps. J'ai ressenti du dégoût, de la colère, de l'humiliation, mais surtout, j'ai senti une détermination grandir en moi. Je suis rentrée chez moi avec un feu dans la poitrine que je n'avais jamais connu auparavant. Les larmes s'étaient taries, laissant place à une colère froide et raisonnée. Quand ma mère est arrivée plus tard, elle a vu mon regard et a immédiatement compris. « Tu as aussi vu, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Je l'ai juste senti. Nous n'allons pas partir comme des fugitives, » ai-je dit, sentant une force que je ne savais pas posséder. « Ils nous ont trahis. Ils nous ont trompés, ils ont vécu un mensonge à nos dépens. Ce sont eux qui devraient avoir honte, pas nous. » C'est à ce moment-là, assise à la table de la cuisine avec ma mère, deux femmes trahies de la pire façon possible, que nous avons décidé de ne pas être des victimes silencieuses. Nous n'accepterions pas ce destin d'humiliation silencieuse que la société attendait de nous. Notre revanche ne faisait que commencer. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Assise dans le salon avec ma mère jusqu'à l'aube, nous avons planifié chaque détail de ce que nous ferions. Je ne sais pas d'où venait une telle force. Peut-être de la colère, peut-être du désespoir, ou peut-être qu'elle était toujours là en nous, attendant le bon moment pour se réveiller. « Nous ne partirons pas en fugitive », répétai-je à ma mère, voyant dans ses yeux la même flamme qui brûlait en moi. « Nous partirons, oui, mais selon nos propres conditions. » Je regardais le calendrier accroché au mur de la cuisine. Nous étions à la mi-juillet et à la fin du mois, il y aurait la fête de la Saint-Jean, le plus grand événement de l'année à Santa Cruz do Sul. Toute la communauté se réunirait à l'église, puis pour le déjeuner communautaire. Le maire serait là, le juge, le commissaire, toutes les familles influentes de la région. Ce serait la scène parfaite. Nous avions un peu plus de 10 jours pour nous préparer. Ma mère et moi poursuivions nos routines comme si de rien n'était. Je servais le petit déjeuner à Arlindo. Je souriais quand il mentait en disant qu'il travaillait tard. Ma mère s'occupait de la maison, préparait les repas pour mon père, écoutait ses histoires inventées sur le travail à la ferme. À chaque mensonge de leur part, notre détermination grandissait. Nous nous retrouvions pendant la journée, quand ils étaient absents, pour organiser notre fuite. Ma mère commença à rassembler l'argent qu'elle avait économisé au fil des années. Des économies faites grâce à de petits travaux de couture qu'elle réalisait, des œufs qu'elle vendait discrètement, de la petite monnaie qu'elle parvenait à mettre de côté sur le budget des courses. C'était peu, mais suffisant pour repartir à zéro. J'avais toujours su qu'un jour j'en aurais besoin. Elle me montra la boîte à biscuits où elle cachait l'argent enterré dans le jardin sous le rosier. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait pour ça. Nous avons envoyé une lettre à ma tante Aurora, la sœur cadette de ma mère qui vivait à Porto Alegre.
Nous n'avons pas tout raconté, nous avons juste expliqué que nous aurions besoin d'un endroit où rester pendant un certain temps. Elle a répondu rapidement, disant que sa maison serait toujours ouverte pour nous. J'ai acheté 2 billets de bus pour Porto Alegre pour la nuit de la fête de la Saint-Jean. Le vendeur à la gare routière m'a regardé avec curiosité. Ce n'était pas courant que des femmes voyagent seules, encore moins pendant une fête. J'ai inventé une histoire sur une cousine malade qui avait besoin de soins. Il n'a pas posé d'autres questions. Chez moi, j'ai commencé à rassembler discrètement quelques vêtements, des photos de famille, des documents importants, rien qui puisse éveiller les soupçons. J'ai cousu des poches à l'intérieur d'une vieille jupe où j'ai caché nos documents et une partie de l'argent. À l'époque, les femmes n'avaient pas de compte bancaire, ni accès à des crédits ou prêts sans l'autorisation de leur mari ou de leur père. Tout ce que nous avions, c'était ce que nous pouvions cacher. Ma mère a fait la même chose à la maison de campagne. Chaque jour, elle rapportait un petit objet de valeur sentimentale, le chapelet de sa grand-mère, une broche en or qu'elle avait reçue lors de son mariage, l'alliance qu'elle ne portait plus parce que ses doigts s'étaient enflés avec l'âge, de petits trésors qui porteraient notre histoire. Le plus difficile était de garder les apparences. Les dimanches qui ont précédé la fête, nous allions à la messe, comme d'habitude. Nous étions assises sur le même banc en bois, écoutant le sermon du Père Joseph, saluant les connaissances à la sortie. Arlindo et mon père se comportaient comme les hommes respectables que tout le monde pensait qu'ils étaient. Je me souviens d'un de ces dimanches où Madame Carmita, la femme du pharmacien, s'est approchée après la messe. « Closa, ça va? Tu as l'air abattue, demanda-t-elle, sincèrement préoccupée. J'ai souri. J'ai menti sur les nuits blanches, sur les maux de tête. J'ai menti aussi bien que j'avais appris à mentir ces dernières semaines. Le plus étrange était de voir comment la vie continuait autour de nous, indifférente au tremblement de terre qui avait détruit notre monde. Le boulanger faisait encore le même pain chaque matin. Les enfants jouaient toujours sur la place. La cloche de l'église sonnait toujours aux heures précises. Seuls nous deux savions que rien ne serait plus comme avant. 3 jours avant la fête, j'ai eu une idée. Je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté un flacon de somnifères, ceux vendus aux femmes nerveuses. Le pharmacien n'a pas hésité à me les vendre, surtout lorsque j'ai mentionné mes prétendues crises d'insomnie. À l'époque, personne ne remettait en question une femme fragile ayant besoin de calmants. La veille de la fête, ma mère a insisté pour être celle qui ferait l'annonce à l'église. « Tu es jeune, ma fille, tu as toute la vie devant toi. Si quelque chose tournait mal, si quelqu'un réagissait mal, que ce soit avec moi. Je n'étais pas d'accord. Nous le ferions ensemble, comme nous l'avions prévu. Cette nuit-là, je dormais aux côtés d'Arlindo pour la dernière fois. Il dormait paisiblement, sans savoir que j'étais éveillée, observant son visage à la faible lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une douleur de doute. Et si nous avions tort? Et s'il y avait une autre explication? Mais ensuite, je me suis rappelé les scènes que j'avais vues dans le hangar, les mensonges constants, les années vécues dans une imposture. Non, nous n'avions pas tort. Et même s'il y avait une autre explication, ils avaient eu suffisamment de temps pour nous dire la vérité. Le matin de la fête de la Saint-Jean s'est levé froid, mais avec un ciel étonnamment clair pour juillet. Je me suis levée tôt, j'ai préparé le café, comme toujours. Arlindo a commenté que j'étais belle, à quel point la robe bleue que j'avais choisie pour la messe s'accordait avec mes yeux. J'ai remercié, comme la femme aimante qu'il pensait que j'étais encore. Ma mère est arrivée tôt pour que nous puissions aller ensemble à l'église. Elle portait sa plus belle robe, celle qu'elle réservait pour les occasions spéciales, et le broche en or qui avait appartenu à ma grand-mère. Son visage affichait une sérénité que je n'avais jamais vue auparavant. Nous avons pris nos petites valises jusqu'à la maison de Madame Jeanne,
une voisine de confiance. J'ai laissé un mot disant que nous viendrions les récupérer plus tard, après le déjeuner. Elle ne serait pas chez elle, elle irait aussi à la fête, mais elle avait une clé de rechange. À l'époque, ce genre d'arrangement entre voisines était courant. L'église était comble. Quand nous sommes arrivés, des familles entières occupaient les bancs en bois. Des enfants impatients se faisaient rappeler à l'ordre par des regards sévères de leur mère. L'arôme de l'encens emplissait l'air. Mon père et Arlindo étaient déjà là nous attendant au lieu habituel, le 3e banc à droite. La messe suivait son rituel, comme toujours. Le père Joseph parlait d'union, de famille, des valeurs chrétiennes qui devraient guider notre communauté. Chaque mot sonnait comme une ironie cruelle à mes oreilles. J'ai regardé ma mère qui tenait le chapelet entre ses doigts, les lèvres murmurant des prières silencieuses. Lorsque vint le moment de l'offertoire, quand les familles se dirigeaient vers l'autel pour faire leurs dons, j'ai senti mon cœur s'accélérer. C'était maintenant. Ma mère s'est levée la première, je l'ai suivie. Nous avons marché lentement dans l'allée centrale, sentant les regards de toute la communauté posés sur nous. Le père Joseph nous a accueillis avec un sourire, tendant le panier pour que nous y déposions nos offrandes. Mais au lieu de mettre de l'argent et de retourner à notre place, comme nous le faisions chaque dimanche, ma mère a fait un pas en avant. « Père Joseph », a-t-elle déclaré, d'une voix claire et ferme, suffisamment forte pour que tous dans l'église puissent l'entendre. « J'ai une confession publique à faire. » Un silence absolu est tombé sur l'église. J'ai vu du coin de l'œil mon père et Arlindo redresser la posture, leur visage soudainement pâle. J'ai découvert que mon mari Antonio et le mari de ma fille, Arlindo, nous ont trahis. Ma mère a continué, chaque mot pesant comme du plomb dans l'air immobile de l'église. Pas avec d'autres femmes, mais l'un avec l'autre. Ils entretiennent une liaison secrète depuis des mois, tout en feignant d'être des maris dévoués envers nous. Les chuchotements ont immédiatement commencé, montant en intensité comme une vague qui déferle sur les bancs de l'église. J'ai vu des visages choqués, des mains couvrir des bouches ouvertes d'étonnement, des regards allant de nous aux 2 hommes qui tentaient maintenant de se faire discrets, recroquevillés à leur place. Cleusa et moi sommes venus aujourd'hui pour dire que nous ne voulons plus vivre dans ce mensonge. Ma mère a poursuivi, sa voix se faisant de plus en plus ferme. Nous laissons ces hommes derrière nous, avec leur lâcheté, ce n'est pas la nôtre. C'était mon tour de parler. J'ai fait un pas en avant, ressentant un courage que je ne savais pas posséder. Est-ce à nous de baisser la tête dans cette ville? Ai-je dit, regardant droit devant moi la congrégation. Ce sont eux qui ont trahi les femmes qu'ils avaient juré d'honorer et de protéger pour mener cette liaison en secret. Le père Joseph était figé, le visage figé dans un masque de choc. Personne ne bougeait, personne ne parlait. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cette église. Puis, avec la même dignité avec laquelle nous étions entrés, ma mère et moi avons fait demi-tour et sommes sortis. Nos pas résonnaient dans le silence pesant qui avait envahi l'église. J'ai senti les regards se poser sur nous. J'ai entendu les murmures s'amplifier derrière nous. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas vu la réaction de mon père ni d'Arlindo. Je n'avais pas besoin de voir. Je savais qu'à ce moment-là, leur monde s'effondrait de la même manière que le nôtre avait commencé à se désagréger quelques jours plus tôt. Le soleil du matin nous a accueillis lorsque nous avons franchi les portes de l'église. Le contraste entre l'obscurité à l'intérieur et la clarté du jour m'a fait cligner des yeux. C'était comme si nous émergions d'un long tunnel, voyant enfin la lumière. Nous sommes allés directement chez Madame Jeanne, avons pris nos valises et sommes partis pour la gare routière. Nous ne sommes pas retournés à la maison. Nous n'avons rien récupéré d'autre que ce que nous avions déjà préparé. Il n'y avait rien là-bas qui valait plus que notre dignité. À la gare routière, nous avons pris 2 cafés et attendu le bus qui devait nous emmener à Porto Alegre.
Assises côte à côte sur un banc en bois, nous regardions le va-et-vient de la petite ville que nous allions bientôt quitter. « Penses-tu que nous avons bien fait, maman ?» demandai-je, une dernière pointe de doute traversant mon esprit. Elle prit ma main entre les siennes, ses mains qui avaient tant travaillé, qui avaient tant enduré. « Nous avons fait ce qu'il fallait, ma fille. La vérité, c'est comme un accouchement difficile. Ça fait mal, ça saigne, mais c'est le seul chemin vers la vie. » Le bus arriva ponctuellement à 2 heures de l'après-midi. Nous passâmes nos billets au conducteur, un homme d'âge moyen qui à peine nous regarda, habitué aux voyageurs anonymes. Nous choisîmes des places au fond, loin des autres passagers. Lorsque le moteur ronronna et que le bus commença à rouler, je ressentis un mélange de peur et de soulagement. Nous laissions derrière nous tout ce que nous connaissions, notre maison, notre ville, notre vie. Mais nous emportions avec nous quelque chose de bien plus précieux, notre dignité, notre vérité, notre courage retrouvé. Je regardais par la fenêtre une dernière fois Santa Cruz do Sul, les rues que je connaissais depuis l'enfance, le clocher de l'église qui s'éloignait peu à peu. Je savais que je ne reviendrais jamais. Je savais aussi que l'histoire de ce qui s'était passé dans cette église se répandrait comme une traînée de poudre, qu'elle serait racontée et racontée encore, que ce serait le scandale de l'année, peut-être même de la décennie. Nous laissions derrière nous un tremblement de terre social dont les répliques se feraient sentir longtemps. Mais ce n'était plus notre problème. Notre revanche était consommée, non par la violence ni par des cris, mais par la vérité brute et simple, exposée en pleine lumière devant toute la communauté. La route vers Porto Alegre était longue, presque 6 heures de trajet. Je dormis une partie du chemin épuisée par le poids des derniers jours, la tension accumulée, l'adrénaline qui quittait enfin mon corps. Quand je me réveillais, nous étions déjà en train d'entrer dans la capitale. Les lumières de la grande ville brillaient contre le ciel qui s'assombrissait. Un nouveau monde s'ouvrait devant nous. Ma tante Aurora nous attendait à la gare routière, inquiète suite à notre appel mystérieux et notre arrivée soudaine. Plus tard, nous lui raconterions toute l'histoire. Pour l'instant, il suffisait d'une étreinte serrée, d'un accueil silencieux, de la promesse implicite d'un nouveau départ. Cette nuit-là, allongée sur le lit improvisé dans le salon de ma tante en regardant le plafond inconnu, je réalisais que j'avais cessé d'être la Cléosa que tout le monde connaissait. L'épouse dévouée, la fille obéissante, la femme acceptant son destin sans poser de questions. Cette Cléosa était restée derrière dans l'église de Santa Cruz do Sul. Qui serais-je maintenant? Dans cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant moi, cela restait un mystère. Une chose était sûre, je ne permettrai plus jamais à personne de dicter ma valeur, ma vérité ou mon destin. Les premiers jours à Porto Alegre furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Le soulagement d'avoir échappé se mêlait à la peur de l'inconnu. La satisfaction d'une revanche accomplie alternait avec des moments de doute sur l'avenir. La maison de ma tante Aurora, un modeste duplex dans le quartier Cidade Baixa, devint notre refuge temporaire. Aurora avait 15 ans de moins que ma mère et était différente d'elle à presque tous égards. Elle ne s'était jamais mariée, travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocats et vivait seule, ce qui était scandaleux selon les normes de notre famille. Aujourd'hui, je comprends qu'elle fut notre première vision de ce que pouvait être une femme indépendante, mais à l'époque, nous la remercions simplement pour sa générosité. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en aurez besoin », nous dit-elle cette première nuit en nous servant une tisane à la camomille dans la petite cuisine. Elle ne posa pas de questions, n'exigea pas d'explications immédiates, elle nous offrit simplement un abri, de la nourriture et du silence. Au cours de la 2e semaine, alors que nous nous étions déjà un peu remis du voyage physique et émotionnel, nous lui racontâmes toute notre histoire. Aurora écouta sans interrompre, les yeux écarquillés par moments, avant de montrer une profonde compréhension à d'autres. «
Vous avez fait ce que beaucoup auraient aimé faire, mais n'ont jamais eu le courage, commenta-t-elle lorsque nous eûmes fini. Maintenant, vous devez penser à demain. Demain, un mot que j'avais toujours tenu pour acquis, mais qui flottait maintenant comme une grande interrogation. Que pouvaient faire deux femmes sans mari, sans bien, avec peu d'éducation formelle et des économies limitées dans une grande ville comme Porto Alegre en 1965? Aurora nous a aidés à trouver une chambre à louer près de chez elle. C'était petit, avec un lit double que nous devions partager, un petit réchaud, une table avec 2 chaises et une vieille armoire. La salle de bain était partagée avec d'autres locataires du couloir. Elle semblait misérable comparée à ce que nous avions avant, mais elle représentait quelque chose de précieux. C'était notre espace, acquis avec notre propre argent. En août 1965, nous avons commencé à travailler. Ma mère a trouvé un emploi comme femme de ménage dans des maisons de famille du quartier. Quant à moi, grâce à mes compétences en couture, j'ai commencé à faire de petites réparations et ajustements pour un magasin de vêtements à proximité. L'argent était peu, juste assez pour payer le loyer et se nourrir modestement, mais chaque centime représentait notre indépendance nouvellement acquise. Les nuits étaient les moments les plus difficiles. Après une longue journée de travail allongée dans le lit étroit, nous nous permettions parfois de pleurer. Pas par regret, jamais par regret, mais pour le deuil d'une vie entière que nous avions laissée derrière nous. Ma mère, à 58 ans, avait désormais des rides plus profondes, ses cheveux blanchissaient vite, ses mains étaient calleuses à force du dur travail qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Cela en valait la peine, ma fille ?» me demanda-t-elle un soir, sa voix presque un murmure dans l'obscurité de la chambre. « Oui, maman, » répondis-je sans hésiter. « Nous sommes pauvres, nous sommes fatigués, mais nous vivons dans la vérité. Cela n'a pas de prix. Environ 2 mois après notre arrivée, nous avons reçu la première lettre de Santa Cruz do Sul. Une lettre de Marguerite, ma cousine, qui y vivait encore. J'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes, ma mère à mes côtés, toutes deux craignant et espérant des nouvelles. Marguerite décrivait le chaos que nous avions laissé derrière nous. Notre révélation à l'Église n'avait été que le début. Après notre départ, il y avait eu de la confusion des cris, des dénégations. Mon père a tenté de prétendre que nous étions folles, que nous avions tout inventé. Arlindo s'est simplement enfui de l'Église, incapable de faire face aux regards accusateurs. Dans les jours qui ont suivi l'histoire, s'est répandu dans la ville comme un feu dans un champ sec. Ce qui était auparavant de simples murmures et regards échangés entre 2 hommes, quelque chose qui pouvait être caché et nié, était désormais exposé au grand jour, impossible à ignorer. Mon père a perdu des clients à la ferme. Les gens refusaient d'acheter son tabac. Arlindo a été licencié du magasin où il travaillait. Tous deux sont devenus des parias dans la communauté qui les respectait auparavant. Le père Joseph a essayé d'intervenir, parlant de pardon et de compréhension, mais même l'Église ne pouvait pas étouffer le scandale. « Votre père vient de la ferme pour survivre », écrivait Marguerite. Arlindo a été vu pour la dernière fois montant dans un bus à destination du Paraguay. On raconte qu'il n'a pas supporté la honte. J'ai lu la lettre à haute voix pour ma mère. Quand j'ai terminé, nous sommes restées silencieuses longtemps. Il n'y avait pas de joie à apprendre leur souffrance, juste une étrange sensation de justice rendue. « Qui sème le vent récolte la tempête », a finalement dit ma mère, citant la Bible qu'elle connaissait si bien. Cette lettre marquait une conclusion, un point final au chapitre précédent de nos vies. Maintenant, nous pouvions regarder vers l'avenir sans le poids du passé nous retenir. À la fin de 1965, à l'approche de Noël, nous avons fait notre prochaine étape. Ma mère avait économisé une petite somme supplémentaire en préparant des gâteaux et des douceurs pour les fêtes. Je poursuivais mon travail de couture, desservant désormais quelques clientes particulières que l'Aurora m'avait présentées. Nous avons rassemblé nos économies
et loué un plus grand espace, un appartement à l'arrière avec 2 petites chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain privée. C'était modeste, mais un énorme progrès. Le plus important, il y avait une pièce supplémentaire où nous pouvions travailler. Nous avons acheté une machine à coudre d'occasion, payée en 12 mensualités. Ce fut notre premier grand investissement. Ma mère a peint une simple enseigne. Réparations et retouches, Donna Hans et Cleosa. Nous l'avons accrochée à la fenêtre donnant sur la rue et avons attendu qu'elle attire l'attention. Les premières clientes étaient des voisines curieuses. Nous faisions des ourlets, ajustions les tailles de robes, remplacions des fermetures éclairs. Un travail simple, mais fait avec soin. Rapidement, la nouvelle s'est répandue. « Les couturières du fond savent ce qu'elles font », disait-elle. Peu à peu, nous avons commencé à recevoir des demandes pour des vêtements neufs, pas seulement des réparations. À la mi-1966, nous avions déjà une petite clientèle fidèle. Ma mère, toujours douée pour les gâteaux et les douceurs, a commencé à prendre des commandes pour compléter nos revenus. Notre maison sentait parfois le sucre et la cannelle le matin, puis le tissu et le fil l'après-midi. C'est à cette époque que j'ai rencontré Elena, une jeune professeure qui venait de s'installer à Porto Alegre. Elle est venue pour ajuster une robe et nous avons fini par discuter pendant des heures. Elle était cultivée, indépendante, pleine d'idées sur l'avenir, les droits des femmes et un monde que je pouvais à peine imaginer. Elena est devenue une amie et une cliente régulière. À travers elle, nous avons rencontré d'autres femmes, des enseignantes, des infirmières, des secrétaires, des femmes actives avec leurs propres revenus et capables de prendre des décisions. Un univers bien différent de celui que je connaissais à Santa Cruz do Sul. En 1967, Elena nous a présenté une idée qui allait changer nos vies. Elle donnait des cours dans une école pour jeunes filles de l'intérieur qui venaient étudier dans la capitale. Beaucoup de ces jeunes filles logeaient dans des pensions coûteuses ou chez des familles qui les exploitaient. « Vous avez de la place ici. Pourquoi ne pas héberger 1 ou 2 étudiantes? Cela vous rapporterait un revenu supplémentaire et aiderait ces filles, nous a-t-elle suggéré. L'idée paraissait absurde au début. Notre appartement était petit, à peine assez de place pour nous 2. Mais plus on y réfléchissait, plus cela avait du sens. On pourrait réaménager les pièces, voire chercher un logement plus grand si ça fonctionnait. En février 1968, nous avons accueilli notre première locataire, Lucie, 18 ans, venue de Caxias do Sul pour étudier les soins infirmiers. Elle était timide, intimidée par la grande ville et reconnaissante de trouver un foyer chaleureux. Nous demandions un prix juste pour le logement, incluant le petit déjeuner et le dîner, préparés par ma mère. Lucie a apporté une nouvelle énergie dans notre maison. Ses récits sur la fac, ses rêves et ses ambitions nous rappelaient qu'il y avait un monde immense au-delà des murs de notre petit appartement. Au second semestre, nous avons reçu une autre étudiante, Marthe, venue de Pelotas pour étudier la comptabilité. Avec 2 locataires, l'appartement était plus étroit mais chaleureux. Les filles aidaient aux petites tâches ménagères et en retour, ma mère prenait soin d'elles comme si elles faisaient partie de la famille. À Noël 1968, notre table comptait 4 convives, moi, ma mère, Lucie et Marthe. Nous avons préparé un repas simple mais copieux. Nous avons chanté, échangé de petits cadeaux et porté un toast avec un vin bon marché. Ce fut le premier Noël vraiment heureux depuis notre départ de Santa Cruz do Sul. En 1969, notre atelier de couture prospérait suffisamment pour que nous puissions embaucher de l'aide. Antonietta était une veuve habitant le même quartier, expérimentée avec le fil et l'aiguille. Grâce à elle, nous pouvions accepter plus de commandes, y compris des robes de soirée et des costumes simples. Début 1970, nous avons pris une décision importante,
déménager dans une maison plus grande. Avec nos économies accumulées et un petit prêt aidé par Aurora, nous avons loué une vieille maison dans le même quartier. Il y avait 4 chambres, un grand salon, une cuisine spacieuse et un petit jardin à l'arrière. Nous avons rénové l'endroit de nos propres mains. Nous avons peint les murs, poncé le vieux parquet et cousu de nouveaux rideaux. Le salon à l'avant s'est transformé en notre atelier de couture avec désormais 2 machines à coudre, l'ancienne et une nouvelle, achetée comptant avec l'argent que nous avions économisé. En mars 1970, nous avons officiellement inauguré la Pensão das Costureiras, comme les filles aimaient affectueusement appeler notre maison. Nous pouvions accueillir jusqu'à 6 étudiantes, en plus de nous 2 et Antonietta, qui a fini par emménager dans une petite chambre à l'arrière. La nouvelle s'est répandue parmi les étudiantes de la faculté. Nous avions rapidement une liste d'attente pour obtenir une place. Notre atout était l'ambiance familiale, la cuisine maison de ma mère, la proximité du centre et le prix juste. Les histoires des filles remplissaient la maison de vie et d'espoir. Ces jeunes étudiaient, rêvaient à leur carrière, parlaient d'un Brésil en pleine transformation, même sous le poids du régime militaire qui s'intensifiait. Grâce à elles, nous avons découvert de nouvelles chansons, des idées différentes, des manières de voir le monde auxquelles nous n'aurions jamais eu accès dans notre ancienne vie. Ma mère, qui avait déjà plus de 60 ans, semblait rajeunir en compagnie des étudiantes. Elle leur a appris à cuisiner des plats simples, à raccommoder leurs vêtements, à s'occuper d'une maison. En échange, elles lui ont appris à mieux lire. Ma mère avait toujours eu peu de formation scolaire et de difficultés à comprendre le monde qui changeait rapidement autour de nous. Une nuit de juillet 1970, assise sur le porche de notre nouvelle maison, observant le mouvement de la rue, j'ai réalisé combien nous avions progressé en 5 ans depuis que nous avions quitté Santa Cruz do Sul. De 2 femmes effrayées, sans perspective, ne portant que la dignité et quelques économies, nous étions devenues des entrepreneuses, petites, modestes, mais néanmoins propriétaires de notre propre entreprise et de notre propre destin. La douleur de la trahison ne s'est jamais complètement effacée. Il y avait des nuits où je me réveillais encore en pensant à Arindo, à la façon dont j'avais été dupée et à quel point notre vie aurait pu être différente. Mais ces nuits se faisaient de plus en plus rares. Le présent était bien trop riche, rempli de nouvelles expériences pour rester bloqué dans le passé. Notre vengeance, cette confession publique à l'Église, n'avait été que le début de notre véritable libération. La véritable vengeance, je l'ai alors compris, n'était pas de révéler leur trahison, mais de construire la vie qui a suivi. Une vie que nous n'aurions jamais eue si nous étions restés prisonnières de ce mensonge. La décennie des années 1970 est arrivée, apportant des vents de changement pour le Brésil et pour notre petite grande réussite à Porto Alegre. Notre pension étudiante prospérait, tout comme l'atelier de couture. Ce qui avait commencé comme une nécessité de survie s'était transformé en une entreprise solide, soutenant non seulement nous, mais créant aussi des opportunités pour d'autres femmes. En mars 1971, nous avons reçu une lettre qui allait une fois de plus bouleverser le cours de nos vies. Elle venait de Marguerite, ma cousine de Santa Cruz do Sul, celle qui nous avait informés du sort de mon père et d'Arlindo plusieurs années auparavant. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, assise à la table de la cuisine pendant que ma mère préparait le petit déjeuner pour nos 6 pensionnaires. « Tio Antonio est décédé la semaine dernière », disait la lettre. « Il a été retrouvé seul chez lui. Le médecin a dit que c'était une crise cardiaque. La ferme est abandonnée. Presque tout a été vendu pour payer les dettes, mais il reste la maison et un terrain. Comme vous êtes les héritières légales, vous devez venir régler cette situation. » J'ai lu la lettre à voix basse pour ma mère à l'écart des oreilles des filles
qui se préparait à aller à l'université. Elle est restée silencieuse longtemps, les mains immobiles sur la pâte du gâteau qu'elle préparait. « Je ne ressens rien », a-t-elle finalement dit. Ni tristesse, ni soulagement, c'est comme si je lisais au sujet d'un inconnu. Je comprenais parfaitement. L'homme que nous avions un jour appelé mari et père était devenu un personnage distant, presque fictif dans nos nouvelles vies. Sa mort n'était qu'un fait, pas une perte. Pourtant, il y avait des questions pratiques à régler. En tant qu'héritière légale, nous devions décider quoi faire des biens restants. Après de nombreuses discussions, nous avons décidé que j'irais seule à Santa Cruz do Sul. Ma mère resterait pour s'occuper de la pension et de l'atelier. « Je n'ai pas la force de retourner à cet endroit, » m'a-t-elle dit. « Et puis quelqu'un doit s'occuper des filles et des commandes. » Je suis partie un matin de pluie en avril, le cœur lourd, non pas à cause de la mort de mon père, mais parce que je retournais dans un lieu chargé de tant de douleurs. Le bus a suivi la même route qui nous avait conduites à la liberté 6 ans plus tôt, mais cette fois dans la direction opposée. Santa Cruz do Sul me paraissait à la fois familière et étrange. Les mêmes rues, les mêmes maisons, la même église où notre vie avait changé pour toujours. Mais je n'étais plus la même Closa qui était partie ce dimanche de fête. C'était une femme différente qui revenait maintenant, plus forte, plus sûre d'elle, maîtresse de son propre destin. J'ai séjourné chez Marguerite, déclinant les invitations d'autres membres de la famille qui, curieux, voulaient connaître les détails de notre vie à Porto Alegre. La nouvelle de mon retour s'est vite répandue. Je sentais les regards et les murmures à mon passage dans la rue. Certains détournaient le chemin pour ne pas me saluer. D'autres venaient avec des questions masquées sous des airs d'inquiétude. L'avocat chargé de la succession m'a reçu avec une excessive formalité. Il a expliqué que mon père avait vendu presque tout pour régler des dettes liées au jeu et à l'alcool. Ce qui restait, c'était la maison assez délabrée et un petit bout de terrain qui ne valait pas grand-chose. « Et Arlindo, des nouvelles de lui ?» ai-je demandé, essayant d'adopter un ton détendu. L'avocat ajusta ses lunettes, gêné. Personne ne sait vraiment. On raconte qu'il a passé un temps au Paraguay. Certains disent qu'il est retourné au Brésil, mais dans une autre région. Il n'est jamais réapparu ici. J'ai visité les lieux le lendemain. La maison où mes parents avaient vécu des décennies durant était presque en ruine. Le toit était percé, les fenêtres cassées et l'herbe poussait en hauteur autour. Le hangar où j'avais été témoin de la scène qui a changé notre vie était encore debout, mais penché, comme s'il était lui aussi fatigué de garder des secrets. J'ai marché sur le terrain, ressentant un mélange d'émotions contradictoires. C'est là que ma mère était née. C'est là que j'avais passé mon enfance à courir entre les plantations de tabac. C'est là que j'avais imaginé un jour élever mes propres enfants. Maintenant, ce n'était plus qu'un endroit abandonné, chargé de fantômes qui ne me faisaient plus peur. J'ai décidé de tout vendre. Il n'y avait aucune raison de garder ces terres, cette maison pleine de souvenirs douloureux. L'avocat a vite trouvé un acheteur, un fermier voisin désireux d'agrandir sa propriété. Le prix n'était pas très élevé, mais cela représentait un nouveau départ, une manière de transformer l'héritage de trahison en quelque chose de positif. Avant de partir, j'ai fait une dernière visite à l'église. C'était en début d'après-midi. Seul le gardien balayait le sol en pierre. Je me suis assise sur le même banc où tant de fois j'avais été assise à côté d'Arlindo, faisant semblant d'être une famille parfaite. L'autel, les images des saints. Le crucifix, tout était identique, comme si le temps ne s'était pas écoulé, comme si le scandale que nous avions provoqué n'avait jamais eu lieu. Le père Joseph m'a trouvée là, assise en silence. Il était plus âgé, les cheveux complètement blancs. Puis, il s'est assis à mes côtés, respectant mon silence pendant quelques minutes. J'ai appris la mort de son père. Il a finalement dit « Mes condoléances ». J'ai hoché la tête en signe de remerciement.
Vous avez fait ce qu'il fallait. » Il a continué, me surprenant. À l'époque, j'étais choquée. Bien sûr, nous l'étions tous. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était un acte de courage. La vérité n'est pas toujours confortable, mais c'est toujours la bonne voie. Ces mots ont été un baume inattendu. Ma mère et moi n'avions pas besoin d'approbation, mais savoir que quelqu'un, surtout quelqu'un comme le Père Joseph, comprenait notre décision, apportait un sentiment de clôture que je ne savais pas encore que je désirais. Je suis revenue à Porto Alegre 3 jours plus tard, emportant avec moi l'argent de la vente et une certitude renouvelée que nous avions fait le bon choix, malgré toute la souffrance, malgré toutes les difficultés. Ma mère m'attendait à la gare routière, impatiente d'avoir de mes nouvelles. Je lui ai raconté la vente, l'état de la propriété, les réactions des gens en ville. J'ai gardé pour moi les paroles du Père Joseph. Elle n'avait besoin de l'approbation de personne, ni de lui, ni de quiconque. Sa propre force suffisait à la valider. Avec l'argent de la vente, nous avons pris une décision qui mûrissait depuis un certain temps: acheter notre propre maison au lieu de continuer à payer un loyer. Nous avons trouvé une vieille maison de ville dans le même quartier qui nécessitait des rénovations, mais était spacieuse et bien située. C'était parfait pour nos projets, la pension, l'atelier et notre logement. L'achat de la maison marquait un nouveau chapitre de nos vies. Pour la première fois, nous possédions véritablement quelque chose, construit grâce à notre travail et notre détermination. L'acte de propriété, établi au nom d'Ini Silva et Cleosa Souza, représentait bien plus qu'un simple document. C'était la preuve tangible de notre indépendance. Les rénovations ont occupé le reste de l'année 1971. Nous avons transformé le rez-de-chaussée en un grand atelier de couture avec de la place pour 3 machines et un espace pour accueillir les clients. Les chambres à l'étage ont été aménagées pour recevoir jusqu'à 8 étudiants. Nous avons réservé pour nous le petit appartement à l'arrière avec 2 chambres, un salon, une cuisine et un jardin que ma mère a rempli de plantes et de fleurs. Au fur et à mesure que les années 70 avançaient, notre petite entreprise grandissait avec les transformations du pays. Le miracle économique que les militaires mettaient tant en avant avait créé une nouvelle classe moyenne urbaine, avide de services de qualité. Notre atelier ne se contentait plus de faire des réparations et des retouches, mais confectionnait aussi des vêtements sur mesure pour des occasions spéciales, des robes de fin d'études, des costumes pour des entretiens, des tenues pour des fêtes. En 1973, nous avons embauché 2 couturières à plein temps pour répondre à la demande croissante. Antonietta, notre première employée, supervisait désormais leur travail, tandis que je gérais le service client et que ma mère s'occupait de la pension. C'est cette même année que j'ai rencontré Robert, un professeur d'université venu à l'atelier pour ajuster un veston. Il était veuf, père de 2 grands-enfants et avait une conversation agréable. Nous avons commencé à nous voir de manière informelle. Un café après le travail, un cinéma le dimanche, de petites promenades au parc. À 30 ans, j'avais déjà abandonné l'idée de fonder une famille traditionnelle. Le traumatisme de la trahison d'Arlindo avait semé en moi une profonde méfiance, une peur de m'engager à nouveau. Mais Robert était différent, patient, respectueux, sans pression ni attente. Notre relation a lentement mûri, bâtie sur des conversations sincères et un respect mutuel. Il comprenait mon histoire, mes cicatrices, mon attachement à l'entreprise que j'avais construite avec ma mère. Il ne me demandait pas d'être différente, ni de jouer un rôle qui n'était pas le mien. En 1975, Robert m'a demandé en mariage. J'ai hésité, non par manque d'amour, mais par crainte de perdre l'indépendance durement acquise. Nous en avons parlé franchement. « Je ne veux pas d'une femme traditionnelle », m'a-t-il dit. « Je veux une partenaire qui reste exactement celle qu'elle est.
Je me suis mariée en octobre de cette même année lors d'une cérémonie simple dans le jardin de notre maison. Ma mère, les étudiantes de la pension, nos employés, les enfants de Robert, une famille différente, choisie et non subie ou imposée. Je ne me suis pas installée dans la maison de Robert, comme il aurait été attendu. Au contraire, c'est lui qui est venu vivre dans notre petit appartement à l'arrière. Les femmes de la famille passent avant tout, disait-il, respectant l'espace que nous avions construit, l'entreprise qui était notre subsistance et notre identité. En 1976, à 33 ans, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ce fut une surprise. Je croyais que je n'aurais jamais d'enfant, que ce rêve appartenait au passé. Comme tant d'autres choses, lorsque j'ai quitté Santa Cruz do Sul, la grossesse a apporté des peurs et des incertitudes, mais aussi une joie que je n'aurais jamais imaginée. Ma fille Mariana est née en février 1977, apportant une nouvelle lumière à notre foyer. Ma mère, devenue grand-mère, avait une énergie renouvelée pour bercer son petit-fille, chanter des berceuses, tricoter de petits vêtements. Les étudiantes de la pension se relayaient pour m'aider avec le bébé, ravies de voir grandir la petite au milieu des livres universitaires et des bouts de tissu. L'activité a continué de prospérer, même si mon attention était partagée entre le travail et la maternité. Nous avons embauché une responsable pour l'atelier, une ancienne étudiante de la pension diplômée en gestion. Sous sa direction, nous avons élargi nos services, acheté de nouveaux équipements et modernisé nos méthodes. La pension, de son côté, est devenue une référence pour les étudiantes venant de la campagne. Nous avions une liste d'attente, des recommandations d'anciennes pensionnaires, une réputation d'endroit sûr et chaleureux. Ma mère, déjà plus de 70 ans, supervisait encore personnellement le petit déjeuner, s'assurant que chaque fille parte bien nourrie affronter sa journée de cours. En 1979, nous avons reçu une nouvelle inattendue. Une lettre est arrivée, adressée à moi, sans expéditeur. J'ai tout de suite reconnu l'écriture. C'était d'Arlindo. Mes mains ont tremblé en ouvrant l'enveloppe, inquiète de ce que j'allais y trouver. La lettre était brève. Cléosa, j'ai appris par hasard votre adresse. Je suis malade. Je n'ai probablement plus beaucoup de temps. Je voulais juste dire que je suis désolée pour la souffrance que j'ai causée. Je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais simplement que vous sachiez que je reconnais le mal que j'ai fait. Arlindo. J'ai montré la lettre à ma mère. Elle l'a lue en silence, me l'a rendue sans commentaire et est retournée préparer la sauce du dîner. Il n'y avait plus rien à dire, ni à ressentir. Cet homme qui avait été mon mari n'était plus qu'un inconnu, dont la souffrance ne nous concernait plus. Je n'ai pas répondu à sa lettre, je n'ai pas cherché à en savoir plus sur sa maladie ou sur où il se trouvait. Ce chapitre de ma vie était fermé depuis longtemps. J'avais une fille à élever, une entreprise à gérer, une vie que j'avais bâtie de mes propres mains, pierre par pierre. L'année 1980 est arrivée apportant son lot de défis et de joies nouvelles. Mariana, à 3 ans, était une enfant curieuse et vive, fascinée par les machines à coudre, par les étudiantes qui allaient et venaient, par les livres que Robert lui apportait. Notre maison, toujours remplie de voix féminines, de rires et d'histoires partagées, était un univers à part, un petit oasis de possibilités dans un monde qui peinait à reconnaître la valeur et le pouvoir des femmes. Quand je repense à la jeune fille effrayée que j'étais un jour, à la décision courageuse que ma mère et moi avons prise dans cette église bondée, je ressens un mélange de fierté et de gratitude. Le chemin n'avait pas été facile. Il y a eu des nuits de pleurs, des jours de doute, des moments de désespoir, mais chaque obstacle surmonté, chaque petite victoire nous a amenés ici, maîtresses de notre propre destin, bâtisseuses de notre propre histoire. La vengeance que nous avons planifiée en 1965, poussée par la douleur de la trahison,
s'est avéré être bien plus que l'humiliation publique de deux hommes qui nous ont trompés. C'était le premier pas vers une libération que nous ne savions pas possible, vers une vie que nous n'aurions jamais connue si nous étions restés prisonnières de ce mensonge. Le prix de la vérité a été élevé. Nous avons perdu une maison, une ville, une identité. Mais la valeur de la liberté que nous avons conquise, elle, n'avait pas de prix. C'était l'héritage véritable que nous allions transmettre non seulement à ma fille, mais à chaque jeune femme qui passait par notre pension, à chaque femme qui travaillait dans notre atelier, à quiconque croisait notre chemin et voyait qu'il était possible, oui, de reconstruire sa vie à partir des décombres, qu'il était possible de transformer la douleur en force, la trahison en libération. Les années 80 sont arrivées, avec le vent du changement soufflant fort à travers le Brésil. Le régime militaire commençait à relâcher son emprise. Des mouvements pour la démocratie prenaient d'assaut les rues et les femmes élevaient leur voix de plus en plus haut. Alors que le pays se transformait, notre petite grande conquête évoluait également, prenant de nouvelles formes et significations. Notre maison, qui abritait l'atelier de couture et la pension pour étudiantes, est devenue un lieu de rencontre pour les femmes cherchant plus qu'un simple endroit où vivre ou des vêtements bien faits. C'était un espace où les idées circulaient librement, où des étudiantes discutaient politique, droits des femmes et rêvaient d'un avenir différent. En 1982, lorsque Mariana a eu 5 ans, j'ai pris une décision qui a surpris beaucoup de monde. J'ai repris mes études. À 39 ans, je me suis inscrite à un cours de rattrapage pour terminer le lycée que j'avais abandonné en chemin. Les cours se déroulaient le soir, 3 fois par semaine. Robert s'occupait de notre fille ces jours-là, pendant que je m'installais parmi des élèves beaucoup plus jeunes, absorbant des connaissances qui m'avaient été refusées dans ma jeunesse. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre », me répétait ma mère, aujourd'hui âgée de 75 ans, les cheveux totalement blancs, mais l'esprit plus jeune que jamais. Elle-même avait appris à mieux lire et à faire des calculs plus complexes grâce aux étudiantes que nous accueillions, prouvant que l'âge n'était qu'un chiffre quand il s'agissait de grandir personnellement. En 1983, un coup dur a frappé notre famille. Ma mère a été diagnostiquée d'un cancer du poumon, déjà à un stade avancé. Les médecins lui donnaient peu de mois à vivre. La nouvelle est tombée comme une bombe dans notre routine si soigneusement construite. « Ne pleure pas pour moi avant l'heure », m'a-t-elle dit en voyant mes larmes. « Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Et travailler, nous l'avons fait. Dans les mois qui ont suivi, nous avons organisé l'entreprise pour qu'elle puisse fonctionner sans sa présence constante. Nous avons formé l'une des anciennes étudiantes, maintenant diplômée et travaillant avec nous, pour prendre en charge la gestion de la pension. Nous avons noté toutes les recettes que ma mère préparait pour les filles, ses méthodes d'organisation de la maison, ses petits secrets qui faisaient que tout fonctionnait si bien. Mais ce n'était pas seulement l'entreprise qu'il fallait préparer. Ma mère voulait laisser un autre héritage. Les nuits où la douleur le permettait, elle me racontait des histoires de son enfance à la campagne, de sa jeunesse, de son mariage avec mon père, des histoires qu'elle n'avait jamais partagées auparavant, certaines douces, d'autres amères, toutes faisant partie de ce qu'elle était, de ce que j'étais. « Note tout », me demandait-elle. Un jour, Mariana voudra savoir d'où elle vient, qui étaient ses ancêtres, comment nous en sommes arrivés là. Alors je notais, remplissant des carnets avec ses souvenirs, préservant sa voix, sa sagesse, ses expériences pour les générations futures. C'est au cours de ces conversations nocturnes que ma mère a partagé quelque chose qu'elle avait gardé pendant toutes ces années. Je savais que ton père rencontrait Arlindo bien avant cette nuit dans le hangar, a-t-elle avoué. Pendant des mois, peut-être des années, j'avais remarqué les signes, les absences, les mensonges, mais je n'avais personne vers qui me tourner. Je n'avais pas les moyens de me soutenir seule. Alors, j'ai fermé les yeux et fait semblant de ne pas voir. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt »
ai-je demandé, surprise par cette révélation. Parce que tu étais heureuse dans ton ignorance, ou du moins, tu en avais l'air, et parce que j'avais peur de ce que nous ferions si tu le savais. Mais, quand j'ai vu ta souffrance, ta méfiance grandir jour après jour, j'ai compris que nous devions affronter la vérité ensemble. Cette confession a changé ma vision de notre histoire. Ce que j'avais toujours perçu comme un moment de découverte soudaine pour nous deux était en réalité le fruit d'années de silence et de douleur pour ma mère. Son courage était encore plus grand que je ne l'imaginais, non seulement parce qu'elle affrontait la vérité, mais aussi parce qu'elle l'a supportée seule pendant si longtemps. Ma mère est décédée en novembre 1983, lors d'un après-midi pluvieux de printemps. Elle est partie sereinement dans son propre lit, tenant ma main et celle de Mariana, entourée des pensionnaires qui l'aimaient comme une grand-mère. Ses funérailles étaient simples, mais l'église était pleine. Anciennes élèves de la pension, clientes de l'atelier, voisines, amies, toutes et tous touchés d'une façon ou d'une autre par cette femme extraordinaire qui a réinventé sa vie à 58 ans. Le deuil était profond, mais je ne me laissais pas sombrer. Il y avait une entreprise à gérer, une fille à élever, des études à finir. Et je savais que la meilleure façon d'honorer ma mère était de poursuivre l'héritage que nous avions construit ensemble. En 1984, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. À 41 ans, j'ai reçu mon diplôme en portant un costume bleu que j'avais cousu spécialement pour l'occasion. Robert, Mariana et toute l'équipe de l'atelier et de la pension étaient là, applaudissant lorsque mon nom a été appelé. Ce fut un moment d'immense joie et aussi de réflexion. Combien de portes auraient pu s'ouvrir si j'avais eu cette chance plus tôt? Cette question m'a conduite à une décision qui allait encore changer le cours de notre entreprise familiale. En 1985, alors que le pays respirait les premiers airs de la redémocratisation, nous avons transformé une des chambres de la pension en petite salle de classe. 2 soirs par semaine, nous y proposons des cours gratuits d'alphabétisation destinés à des femmes adultes, domestiques, agents d'entretien, ouvrières qui n'avaient jamais eu la chance d'étudier. Le projet a démarré modestement avec seulement 5 élèves. Nous avons engagé une enseignante fraîchement diplômée, ancienne résidente de la pension, et fourni le matériel de base. Rapidement, le nombre de participantes a augmenté et nous avons dû ouvrir une 2e classe, puis une 3e. Nous avons nommé le projet École Dona Inés en hommage à ma mère, qui accordait tant d'importance au savoir qui lui avait été refusé dans sa jeunesse. En 1987, notre modeste projet éducatif a été reconnu par la Secrétariat municipal de l'éducation. Grâce à ce soutien officiel, nous avons pu élargir nos cours, intégrant une formation professionnelle de base en couture, cuisine et gestion domestique. Des compétences qui pouvaient aider ces femmes à acquérir une indépendance financière comme ma mère et moi l'avions fait auparavant. La même année, Mariana, alors âgée de 10 ans, a commencé à s'intéresser à l'affaire familiale. Après l'école, elle s'installait dans l'atelier, observant les couturières à l'œuvre, faisant de petits ajustements sur des chutes de tissu, apprenant les secrets du métier qui avait soutenu notre famille depuis plus de 20 ans. « Grand-mère serait fière de toi », lui disais-je, en la voyant manier les ciseaux avec la même précision que ma mère. La fin des années 80 apporta de nouveaux défis. L'hyperinflation dévorait l'économie brésilienne, rendant de plus en plus difficile le maintien de l'entreprise à flot. Les prix des tissus grimpaient du jour au lendemain. Les étudiantes peinaient à payer leur loyer. Les élèves de l'école Dona Inés faisaient face à des difficultés encore plus grandes pour survivre. Nous nous sommes adaptés, comme nous l'avions toujours fait. Nous avons mis en place un système d'échange. Certaines étudiantes donnaient des cours à l'école en échange d'une réduction sur leurs frais de scolarité. Des clients de l'atelier qui ne pouvaient pas payer en argent
offraient des services ou des produits. Les élèves de l'école apprenant la couture contribuaient à la production en échange d'un apprentissage plus avancé. C'était une petite économie solidaire qui fonctionnait contre toute attente. En 1990, avec l'élection du premier président démocratiquement élu après le régime militaire, le pays respirait l'espoir malgré les difficultés économiques. J'avais 47 ans, un âge où beaucoup de femmes de ma génération étaient déjà installées dans leur routine, résignées à leur choix de jeunesse. Mais mon parcours de transformation continuait. Encouragée par Robert et par Mariana alors adolescentes, j'ai passé le concours d'entrée à la faculté de pédagogie. J'ai étudié pendant des mois, relisant mes cahiers de formation, participant aux cours à l'école Donna Inès, absorbant les connaissances partout où je le pouvais. Le jour de l'examen fut l'un des plus stressants de ma vie. Moi, une femme de près de 50 ans, assise parmi des jeunes de 18 ans, en compétition pour une place à l'université publique. Lorsque la liste des admis est sortie, mon nom y figurait. La célébration chez nous était pleine d'émotions. Les pensionnaires du pensionnat, les couturières de l'atelier, les élèves de l'école, tous étaient réunis pour fêter une réussite qui, pour beaucoup, semblait impossible. Les 4 années d'université ont été intenses, jonglant entre études, affaires et famille. J'assistais aux cours le matin, je rentrais gérer l'atelier l'après-midi, j'aidais à l'école le soir et je trouvais encore le temps de suivre la croissance de Mariana, désormais une jeune femme déterminée et consciente, bien différente de la fille que j'étais à 16 ans. Oh, Mr. Dunkers, à 51 ans, j'ai obtenu mon diplôme de pédagogie. Lors de la remise des diplômes, en regardant l'auditoire, j'ai vu des visages incarnant chaque chapitre de ma vie réinventée. Robert, mon compagnon depuis 20 ans. Mariana, ma plus grande fierté. Les premières étudiantes que nous avions accueillies, désormais des professionnels accomplis, les couturières qui ont grandi avec nous, les femmes qui ont appris à lire et écrire dans notre école, chacun d'eux faisant d'une certaine façon partie de l'héritage que j'ai construit à partir des cendres d'une vie brisée en 1965. Le nouveau siècle approchait, apportant des défis et des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. Internet commençait à transformer le commerce. La mondialisation modifiait le marché de la mode. De nouvelles technologies éducatives faisaient leur apparition. Encore une fois, nous avons dû nous adapter, évoluer, nous réinventer. Mais si j'ai appris une chose au cours de mon parcours, c'est bien cela. La capacité à transformer la douleur en force, les obstacles en opportunités, les fins en nouveaux départs. La trahison qui avait un jour brisé mon monde est devenue la première page d'une histoire bien plus grande et riche que tout ce qui aurait pu être possible dans la vie qui m'était destinée à la naissance. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière et je ne vois pas seulement les pertes, mais surtout les gains. Je vois une femme qui a refusé le rôle de victime et qui a écrit son propre destin. Je vois une entreprise qui a soutenu des générations et ouvert des portes à des centaines d'autres femmes. Je vois une famille construite non par obligation ou tradition, mais par choix et véritable amour. Et quand mes petites filles me demandent quel est le secret d'une vie bien remplie, je leur raconte cette histoire. Pas pour que vous éprouviez de la colère envers les hommes qui nous ont trahis, mais pour que vous compreniez que, même dans les circonstances les plus douloureuses, nous avons le pouvoir de choisir, rester dans les cendres ou renaître d'elles plus forte et plus libre que jamais. C'est mon histoire, mon héritage, ma revanche ultime contre tous ceux qui doutaient que 2 femmes seules, sans éducation formelle ni ressources, pouvaient non seulement survivre, mais aussi prospérer et transformer des vies. La plus grande leçon que j'ai apprise et que je souhaite vous transmettre est celle-ci. La vraie liberté commence dès que l'on trouve le courage de vivre sa propre vérité, quel qu'en soit le prix. Avant de vous quitter, je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui m'ont accompagné jusqu'ici dans ce voyage à travers mes souvenirs.
Si mon histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits comme le mien et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est toujours possible de recommencer. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et si vous avez déjà traversé une période où vous avez dû puiser la force de reconstruire votre vie. Vos histoires méritent aussi d'être entendues. Merci beaucoup et à très bientôt.